Bonjour les amoureux de Shakespeare. Dans cette vidéo, je vous présente une petite analyse de l'œuvre de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Voilà de quoi il s'agit. Donc on a d'abord quelques éléments génériques, notes d'intention, genèse du projet, entretien avec Hélène de Tennyson, les mondes et les personnages, les Athéniens, les artisans, les invisibles, l'histoire, la magie d'une nuit d'été, une nuit magique, Oberon et Titania, Puck et Robin, l'auteur dans son époque, le théâtre à l'époque de Shakespeare, les thèmes de prédilection de l'auteur, la langue de Shakespeare et enfin on a la bibliographie. Donc un petit document de 25 pages, c'est déjà simple. Donc voilà, commençons d'abord par note d'intention. Le songe d'une nuit d'été est comme une boule à facettes qui offre des miroirs de perspective et des niveaux de lecture à l'infini. Tout y est contraste, tout y est possible, tout y est mystère, tout y est réel, tout y imaginaire. Shakespeare s'empare de la mythologie grecque pour nous emmener d'emblée à Athènes, où le duc Thésée prépare ses noces. Mais très vite, il nous plonge dans une forêt féerique et enchantée, sortie tout droit de la mythologie celtique. Il nous donne à voir au clair d'une lune toujours présente, une nature bien débridée. Le visible flirte avec l'invisible, le réel avec l'illusion, le rêve avec le cauchemar, la farce avec la gravité, l'été avec l'hiver, l'ordre avec le désordre, le désir avec l'amour. Dans ce monde surnaturel et chaotique, d'étranges mutations abondent. Les jeunes Lysandre et Démétrius sont victimes des renversements de leurs sentiments. Pour Hermia et Helena, Botton, le tisserand, se transforme en âne à l'insu de lui-même. Puck, le lutin, devient air au brouillard. Les artisans, acteurs se métamorphosent en Ram et Tisbé, et tout cela sous le regard d'Oberon qui règne en maître sur cette nature féerique et désordonnée. C'est cet univers contrasté, baroque et mystérieux qui a inspiré le songe d'une nuit d'été, mise en scène par Hélène Tennyson en collaboration étroite avec sa sœur Sabine Tennyson, à la scénographie présentée au Théâtre des Martyrs à Bruxelles. Mettre en ombre et en lumière les multiples facettes de l'œuvre, en donnant en plus à voir au spectateur toute la machinerie théâtrale qu'elle provoque est l'objectif de ce spectacle. Car si la pièce reste une comédie féerique, à voir à tout âge, la présence de comédiens amateurs au cœur de cette nature incohérente rappelle le songe d'une nuit d'été et aussi un vibrant hommage au théâtre, à ses artifices, ses conventions artisanales et éphémères et à son magnifique pouvoir d'illusion. Pour ce faire, Hélène Tennyson et son équipe proposent une machine à jeu tout en bois ornée de peintures, des découpes de buissons et d'animaux sauvages qui font littéralement des jeux de chassé-croisé, une hauteur de 4 mètres avec 3 niveaux de pente qui permettent les courses-poursuites entre les jeunes gens. Des machines à fumer pour faire de la brume, de la fausse neige. Tous sont l'artisanat
le fabriquer, le faux. Le tout dans cette teinte noire, blanche ou grise, car nous sommes dans la nuit. Une lune découpée au fond. On bannit tout réalisme et on assume pleinement la machine à jeu qu'est le théâtre. La lumière apporte à cette architecture scénique toute sa dimension poétique et lunaire. Elle découpe les ombres et donne son relief aux éléments de la nature. La poésie est là, au cœur de la représentation. La cohabitation des êtres surnaturels avec des êtres réels suscite chez le spectateur l'émerveillement. Les costumes, eux aussi, sont directement en phase avec la scénographie. Costumes intemporels et irréels, dont les tons noirs, blancs et gris conjugués aux couleurs du décor, pour ce qui doit être invisible. Costumes réalistes contemporains aux couleurs vives, pour ceux qui jouent les visibles. Par exemple, les quatre jeunes gens perdus dans la forêt dont les costumes se dégradent au fur et à mesure de l'action, ou les artisans qui portent leurs costumes de tous les jours. Le travail sonore participe simultanément à cette atmosphère sombre et féerique. Il y a des sons étranges, des hurlements d'animaux, du vent, des coups de tonnerre, des halètements, des cris lointains, d'orgasmes. Nous sommes dans la plus érotique pièce de Shakespeare, les chants aériens des fées. L'enfant sujet des disputes de Titania et d'Oberon devient un élément important dans la dramaturgie du spectacle. Cet enfant de couleur est présent sur le plateau. À travers ses yeux, le songe peut devenir un cauchemar. Et si le théâtre est la vie, et si la vie n'est qu'un songe, alors nous n'en sommes que les ombres. 19 comédiens portent à vous les ombres d'un songe à voir les yeux ouverts, baroque, fantastique, lunaire, charnel, effrayant et burlesque. Jeunesse du projet. S'il y a bien une pièce que je connais dans tous les sens et dans tous ses sens, c'est le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Étant professeur au conservatoire de Bruxelles depuis plus de 20 ans, j'ai souvent proposé à mes étudiants de travailler sur cette œuvre qui offre non seulement de nombreux challenges pédagogiques et artistiques, mais aussi quantité de rôles magnifiques pour les jeunes. C'est ainsi que j'ai pu capter au fil du temps tous les angles d'approche possibles de ce songe d'une nuit d'été et que j'en possède assez la matière pour risquer d'en assumer la mise en scène. S'il y a bien une équipe que je connais dans tous les sens et dans tous ses sens, c'est l'équipe de théâtre en liberté. Nous nous fréquentons depuis près de 20 ans et pour certains, nous avons grandi ensemble, vieilli ensemble. Cette équipe a l'avantage de rassembler des acteurs de générations différentes et de multidisciplinaires. Cette époque ouvre ses portes également à des acteurs, aux collaborateurs extérieurs. Il y a donc bien longtemps que je rêvais de faire un copie-coller, songe d'une nuit d'été, théâtre en liberté. Restait à trouver le moment et la nécessité absolue du projet. Ce moment est venu parce que nous sommes dans une période de mutation. Parce que Daniel Scaez est parti et que l'avenir ouvre de nouvelles perspectives.
Il me semble fondamental de garder les valeurs que nous a enseignées Daniel, mais aussi de regarder vers le futur. Il faut se servir de ce moment pour sauter en avant, sans peur ni regret. Daniel me disait que le songe d'une nuit d'été était une nuit immontable. Malgré mon insistance, cette entreprise n'a donc jamais pu se faire quand il animait notre troupe. J'ai profité clairement de son départ pour aller au bout de mon intuition première. J'ai proposé à l'équipe de mettre en scène la pièce pour la saison 2016-2017 et tous s'en réjouis, tous s'en sont réjouis. Tous se sont réjouis. Au cours du songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, il y a une troupe d'artisans, comédiens amateurs qui répètent un spectacle pour les noces de Thésée. Au cœur du théâtre des martyrs, il y a Théâtre en liberté, qui, comme les irréductibles petits Gaulois du village d'Astérie, continue à croire que le nom de troupe a un sens s'il va de pair avec l'exigence, le travail, la curiosité et l'ouverture à la modernité. Il y a donc du sens à ce que notre équipe se mette au service de ces artisans du songe, qui sont eux-mêmes au service du duc Thésée. Et tout cela pour l'émerveillement du public. Ce jeu de mise en abîme théâtral contenterait Shakespeare lui-même, car s'il y a bien un auteur qui rend hommage à cette machine à jouer qu'est le théâtre, c'est lui. C'est lui. Entretien avec Hélène Tennyson. Pourquoi mettre en scène ce spectacle? C'est une idée qui date d'il y a très longtemps. En tant que professeur au conservatoire, j'ai travaillé sur la pièce plusieurs fois avec mes étudiants car il y a beaucoup de rôles de jeunes. Il y a aussi un lien avec Théâtre en liberté, puisque cette matière correspond tout à fait à un travail de compagnie. Une grande distribution, des âges différents, etc. J'avais voulu le faire il y a longtemps. À l'époque, Daniel était l'animateur de Théâtre en liberté. Et cette idée lui faisait peur. J'ai profité de son départ pour la proposer immédiatement à l'équipe. C'est pour moi une réunion évidente entre une équipe et un texte. Théâtre en liberté demeure une compagnie exceptionnelle avec beaucoup d'acteurs. Une dizaine sont récurrents. C'est l'occasion de proposer au public des spectacles à grande distribution. En plus de tout ça, ma sensibilité et mon imaginaire me conduisent de façon assez naturelle à ce foisonnement baroque que l'on retrouve dans le son d'une nuit d'été. Je ne mets pas en scène souvent et quand je fais des choix, que ce soit des auteurs confirmés ou émergents, cela correspond à une nécessité en termes de sensibilité et d'imaginaire. Quelle a été votre première rencontre avec Shakespeare? Pardon? Il y a bien longtemps, j'ai eu l'occasion de faire un stage au CIFAS avec Terry Hantz, qui a été un des directeurs de la Royal Shakespeare.
compagnie. L'objectif de ce stage était de comprendre comment un acteur s'empare de la langue de Shakespeare. Pendant 2 semaines, nous avons travaillé sur les sonnets, puis la dernière semaine sur une scène au choix. Ce stage a été un révélateur de ce qu'est l'univers de la poétique de Shakespeare. Cet homme m'a donné des clés de lecture et m'a ouvert des portes. Avant ce stage, j'avais le sentiment de ne pas être à la hauteur de cet univers qui m'apparaissait opaque et compliqué. Je lui dois beaucoup. Toutes ces clés, tous ces éclaircissements qu'il m'avait donnés autour de la pratique de cette matière, j'ai eu envie de les mettre à l'essai très vite. Au conservatoire, j'ai fait des tentatives de plus en plus ambitieuses. En tant que comédienne, la première fois que j'ai joué à un texte de Shakespeare, c'était Roméo et Juliette, où j'interprétais Lady Capulet, puis Gétrude dans Hamlet, Goneril dans Le Roi Lear. 3 spectacles mis en scène par Daniel Chaez. J'ai aussi joué dans Macbeth avec Stuart, c'est un grand connaisseur de Shakespeare et de sa langue. Shakespeare est devenu pour moi un auteur référent, ma Bible en quelque sorte, mon phare dans le théâtre, en tant qu'auteur et en tant que poète. Dans toutes mes lectures, c'est devenu mon point de repère. J'aime aussi que cet auteur qui est un poète ait écrit des histoires pour le peuple. J'aime l'aspect épique et populaire, ce mélange des genres. Ce n'est pas un théâtre élitiste et peut brasser tous les niveaux de la société. Et il est pour ça unique dans son genre. Comment avez-vous travaillé l'adaptation? Je lis beaucoup d'adaptations, mais tout à fait satisfait. Je n'étais jamais tout à fait satisfait de ce que je lisais. Comment rendre cette langue théâtralement parlante, poétiquement parlante, comme la pièce devait être jouée par les comédiens de théâtre en liberté. Je voulais une adaptation allant de notre équipe. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Maxime Solin de faire l'adaptation. Maxime connaît très bien l'anglais. Il connaît notre équipe et il est auteur lui-même. Je voulais que la poésie de l'œuvre, l'essence de la langue soit conservée. Et en même temps, je voulais que cette adaptation puisse rester souple au cours de nos répétitions. Que l'on puisse se permettre d'interroger le texte durant tout le processus de travail. Se permettre des libertés. Maxime a recalibré certains passages en fonction de l'écoute et de la perception que nous avons eue durant les 15 jours de travail à la table. Je voulais arriver à quelque chose de fluide, tout en gardant la densité des métaphores et les contrastes inhérents à la poésie de Shakespeare. Mon objectif a aussi été de garder les différents niveaux de langage selon les personnages de l'œuvre. Par exemple, les artisans utilisent un langage populaire, en passant par la prose, alors que les Thésée, Hippolyte ou les autres jeunes parlent en vers. Parfois, les adaptations tendent à rendre la langue de Shakespeare cohérente ou linéaire. Moi, j'avais envie de garder les ruptures et les contrastes des différents langages à l'intérieur du texte. L'exercice n'est pas simple, car il s'agit de tenir compte de toutes ces contraintes, en veillant à garder la fluidité nécessaire à l'oreille du spectateur. C'est un texte chaotique et Shakespeare fonctionne dans le chaos, c'est rugueux, ce n'est pas lisse, c'est contrasté. Quelle est la place de ce spectacle dans le parcours de théâtre en liberté? La compagnie est dans une période de mutation. Daniel est parti il y a un an maintenant.
Je crois que ce spectacle a une importance dans la mesure où il regroupe toute l'équipe et que la mise en scène est portée par moi, qui fait partie de l'équipe aussi. Depuis qu'il est parti, on a évidemment fait des spectacles avec toute l'équipe. Bulgakov avec Frédéric Dussen, les femmes savantes. D'autres expériences dans divers projets en tant que coproducteur avec Biloxi 48 ou La Servante. Nous avons ouvert les portes à de nouvelles expériences qui, je pense, sont très riches pour chaque acteur de la campagne. Nous partageons les envies de collaboration et de coproduction exprimées par Philippe Sireuil. En même temps, comme on est une compagnie, il nous faut un rendez-vous annuel où l'on se retrouve. Je trouve important que l'on se rassemble une fois par an dans un spectacle qui nous réunit. Depuis le départ de Daniel, c'est le premier spectacle qui nous rassemble tous à tous les niveaux, tout en ouvrant nos portes. Je rappelle que dans Le Sens d'une nuit d'été, il y a aussi neuf autres comédiens extérieurs, un peu comme une famille, qui se réunit une fois par an et qui offrirait un nombre de places à table à des nouveaux venus. Ce qui pour nous est très important, c'est essentiel pour que la compagnie ne devienne pas uniquement l'objet de coproduction, etc. C'est donc un rendez-vous annuel. Et il faut que ce rendez-vous entre nous et rendez-vous avec le public soit là. Ça me paraît incontournable. Quelle est la place de théâtre en liberté dans votre parcours? Je suis rentré dans cette équipe par hasard, car je ne faisais pas partie du groupe de l'équipe initiale en fait. Un jour, il manquait une actrice pour un projet, un Shakespeare. Tiens, on m'a demandé si je voulais en faire partie. Ah, ah, là-dessus. Si je voulais en faire partie. J'ai dit oui, oui. Puis le spectacle a été repris. Petit à petit, ça m'a plu et je me suis inscrite dans cette équipe. Cette équipe m'a apporté une famille, une vraie famille de théâtre. Je ressens maintenant plus que jamais à quel point ces actrices et acteurs sont ma vraie famille de théâtre. Avec avec tout ce que peut comporter une famille, événements, conflits, retrouvailles, accidents de la vie, deuil, naissance, chaleur, soutien. À côté de cette famille, je vis d'autres expériences que je mène de façon plus indépendante, plus individuelle, puisque j'ai des projets qui n'ont rien à voir avec Théâtre en liberté et que je suis sollicité par d'autres théâtres aussi. Je suis dans cette famille, celle qui part, puis qui revient, puis repart, puis revient. Il y a des acteurs de théâtre en liberté qui ne travaillent que dans la compagnie. Ça n'a jamais été mon cas. En tant que professeur, comédien, metteuse en scène et membre de théâtre en liberté, je mène une vie à plusieurs facettes. Je pratique l'éclatement quotidiennement. Depuis le départ de Daniel et le décès de notre ami et complice de toujours, Jawed Dgouj, la troupe s'est resserrée. Il y a quelque chose qui pour moi est devenu encore plus essentiel à notre histoire de troupe. Nous faisons tous acte de responsabilité par rapport au maintien de cette campagne. Devenu un collectif, c'est un espace que je n'ai pas envie d'abandonner du tout. Et c'est un espace que l'on est en train de réinventer. C'est un peu comme si on reconstruisait notre maison avec l'optimisme, l'espoir que ça induit.
mais sans oublier les valeurs qui nous ont rassemblés. C'est complexe, c'est chaotique, c'est shakespearien. Comment se font les choix au sein de la compagnie? Qui propose un texte? Comment se monte le casting? Est-ce que vous battez parfois pour le premier rôle? Avant, c'était Daniel qui faisait tout ça. Il était le metteur en scène, le scénographe, le créateur lumière, l'animateur de l'équipe. Et il distribuait les rôles. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est la compagnie qui choisit. On faisait appel à un metteur en scène ou un metteur en scène fait appel à nous. Ce sont ensuite des discussions. Au moment des choix de rôle, ils vont nous soumettre leur envie et on va en discuter aujourd'hui. Ayant été désigné par la troupe comme représentante artistique, ces discussions se font avec moi. J'essaie de gérer les choses pour que tous les comédiens s'y retrouvent. J'essaie de trouver des solutions qui arrangent le metteur en scène et l'acteur. Tous les acteurs de l'équipe ne sont pas avides de jouer à tout prix le premier rôle. Parfois, on se sent prêt et fort pour jouer un premier rôle. Parfois, moins. Parfois, on veut prendre du recul. On n'est plus dans une concurrence. On a dépassé cela. Les choses s'organisent dans l'harmonie, dans le désir. Le désir est important. À partir du moment où l'on est transparent sur nos désirs, cela se passe bien. Je n'ai jamais ressenti de mesquinerie ou de jalousie par rapport à un conflit de rôle. Au contraire, je trouve qu'il y a une forme de bienveillance et de contentement lorsque l'un de nous a un rôle plus important. On a de la chance d'être une compagnie, un collectif, d'être soutenu par les pouvoirs publics dans notre démarche, de pratiquer notre métier et on en est conscient. On travaille tous au service de tous. C'est quelque chose que Daniel nous a transmis. Pour le choix des textes, ça peut venir de hasard, de conversation. Je donne des cours, je lis donc beaucoup de textes et je viens régulièrement avec des propositions. Mais parfois, ce sont les metteurs en scène qui proposent des textes. La saison prochaine, on a un projet avec Pascal Crochet. Je l'ai fait venir car je sentais qu'il était sensible au travail collectif et qu'il avait une sensibilité poétique artistique. Je lui ai parlé des métamorphoses de vide. C'est très intuitif en fait. Je sentais que l'univers de cette œuvre collait à celui de Pascal. Il y a eu une envie mutuelle de travailler ensemble. Après rencontre avec l'équipe, c'est au-delà de la simple commande ou d'une quelconque stratégie. Il faut surtout du désir, de la sincérité, et cela se fait de façon assez naturelle et spontanée. Mon rôle là-dedans, c'est de centraliser, organiser tout ça et de proposer le projet à l'équipe, qui donne son accord ou non. Nous sommes des comédiens qui travaillons ensemble, mais comme je le disais, nous pratiquons une politique d'ouverture. Nous invitons des plus jeunes Nous pratiquons une politique d'ouverture. Nous invitons des plus jeunes acteurs régulièrement. De l'aventure. En plus d'être une pièce incontournable, c'est un spectacle d'envergure, un projet ambitieux, une scénographie impressionnante, de nombreux comédiens, un décor imposant. Comment aborde-t-on les choses en tant que metteur en scène quand on se retrouve aux commandes d'un tel projet? On a
On a peur rire. Et l'un des moyens de calmer la peur, c'est le travail. Je m'y suis préparé depuis longtemps. Je suis également entouré d'une équipe talentueuse et efficace au niveau de la scénographie, des costumes, du travail sonore ou de la création lumière. Le bon choix des collaborateurs artistiques est un gage de réussite pour une telle aventure. Ils sont autant impliqués que moi dans le projet. On fait tous en sorte que les choses soient prêtes. On participe. Seul le travail peut pallier à la peur. Je travaille avec des acteurs qui m'inspirent, donc je n'ai pas peur de les diriger, même s'ils sont 19 dans le songe d'une nuit d'été. J'ai aussi une certaine habitude de travail avec des groupes grâce à mon expérience de professeur au conservatoire. Je connais extrêmement bien la pièce, ce qui est essentiel pour un metteur en scène. J'ai une idée précise de ce que je veux. Il y a un cap à tenir qui est clair dans ma tête. En même temps, je laisse la porte ouverte aux surprises, aux propositions des acteurs eux-mêmes pendant les répétitions. En fait, je pense que j'ai plus le trac que peur. Trac. Le trac se guérit dans l'action alors que la peur paralyse. Est-ce qu'il y a une question ou une pensée qui vous possède quand un spectacle est en cours de création? Question impertinente, quel est l'avantage? C'est pas important ça. Allez, je passe. Pas grave. Le songe d'une nuit d'été est une pièce dont les personnages peuvent être regroupés en trois grands groupes. Les Athéniens, les artisans et les êtres invisibles. Le songe d'une nuit d'été est une pièce dont le songe d'une nuit d'été est une pièce. Le songe d'une nuit d'été est une pièce. Le songe d'une nuit d'été est une pièce dont les personnages peuvent être regroupés en trois groupes. On a les Athéniens, les artisans et les êtres invisibles. 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 Les Athéniens, les invisibles. Les Athéniens, les artisans et les invisibles. Chacun de ces groupes possède sa propre fonction au sein de la pièce et incarne une strate de la population particulière. Le songe d'une nuit d'été est une pièce dont les personnages peuvent être regroupés en trois grands groupes. Les Athéniens, les artisans et les êtres invisibles. Chacun de ces groupes possède sa propre fonction au sein de la pièce et incarne une strate de la population particulière. Les Athéniens. Allez, commençons par les Athéniens. Les Athéniens. Il s'agit de personnages représentant la cité athénienne. Thésée, duc d'Athènes, représente le pouvoir. Autour de lui gravitent les autres personnages qui dépendent de lui et de l'application qu'il fait de la loi athénienne. Thésée, duc athénien, futur époux d'Hippolyta. 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 Hippolyta, reine des Amazones, future épouse de Thésée. Hippolyta, future reine des Amazones, future épouse de Thésée. 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 Hippolyta et Thésée, couple. 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 Hippolyta et Thésée, couple.
Hippolyta et Thésée couple. Hippolyta et Thésée couple. Hippolyta et Thésée couple. Hippolyta et Thésée couple. Hippolyta et Thésée. Égée, noble athénien proche de Thésée, père d'Hermia. Égée, un noble athénien proche de Thésée, père d'Hermia. Noble athénien proche de Thésée, père d'Hermia. Hermia, fille d'Égée, amoureuse de Lysandre, et promise à Démétrieuse. Hermia, fille d'Égée, amoureuse de Lysandre. Hermia, amoureuse de Lysandre. Hermia. 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 De Lysandre. Hermia de Lysandre. Hermia de Lysandre. Hermia de Lysandre. Lysandre est promise à Démétrius. Helena, amie d'Hermia, amoureuse de Démétrius. Amie d'Hermia. Lysandre, jeune homme amoureux d'Hermia. Hermia, amoureux d'Hermia, est poursuivi par Helena. Le Philostrate travaille à la cour pour Thésée. 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 Pour Thésée. Philostrate travaille à la cour pour Thésée. Travaille à la cour pour Thésée. Philostrate 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 travaille à la cour pour Thésée. Les artisans. Le groupe des artisans est formé par 6 hommes qui exercent tous les métiers manuels différents et se regroupent pour monter une scène afin de répondre à une demande lancée par le duc d'Athènes qui désire une animation lors de son mariage. Petselkens, charpentier, il est le metteur en scène de la pièce jouée par la troupe. Thomas Schnou, chaudronnier, rôle dans la pièce, le mur. Snug, menuisier, rôle dans la pièce, le lion. Franchiflûte, recommandeur de soufflet, rôle de la pièce, Tispey. Robin Starveling, tailleur, rôle de la pièce, la lune. Nick Bottet, tisserand, rôle de la pièce, Pyrame. Il joue le rôle de Pyrame. Il joue le rôle de Pyrame. Il joue le rôle de Pyrame. Les invisibles. Les invisibles sont des êtres de la forêt. Ils sont liés à la forêt. Titania comme Oberon sont deux grandes forces de la nature. Titania comme Oberon. Titania comme Oberon sont deux grandes forces de la nature qui s'aiment et s'affrontent. La forêt est un lieu de retour à la nature lorsque d'autres personnages que les invisibles la traversent. Ils en sortent changés. Titania, reine des fées. Oberon, roi des fées. Puck, Robin, beau garçon. Créature féerique, serviteur d'Oberon. Attention. Les fées, graines de moutarde, phalène, fleurs des bois, toile d'araignée, fée au service de Titania. L'enfant, jeune mortel, élevé par Titania et qu'Oberon veut mettre à son service en tant que page. En tant que page. En tant que page. L'histoire. Voilà le résumé de l'œuvre. Voilà le résumé si vous voulez le réécrire. Moi, je me contente de cela. La magie d'une nuit d'été, une nuit magique entre Oberon et Titania.
Robin et Pouc. Le temps de son époque. L'époque. Pour l'époque de Shakespeare. Shakespeare, auteur, mais pas seulement. Vous pouvez arrêter la vidéo et écrire ça. C'est très important. L'écriture de Shakespeare est vouée à être jouée. Le rôle de l'acteur. Fiche sur la langue de Shakespeare. Allez, on s'arrête là.